Jérôme, tu es responsable technique d'Espace Estis, donc tu es sollicité sur les projets, et je pense ce projet de végétalisation indoor, ce qui change aussi un petit peu des thématiques qu'on peut retrouver. Voilà, donc, ben, mais écoutez, merci à vous. Vous êtes loin dans la salle, je ne vais pas vous faire déplacer, mais vous êtes loin. Laetitia, il y a une vidéo pour ton intervention, donc je pense qu'on peut lancer la première vidéo. Ah, il faut suivre. Vous m'avez chamboulé mon agenda. D'accord, bon, bah, c'est de ma faute. Alors Jérôme, je te laisse la parole pour Espace Estis. Oui, tu peux prendre le micro. Je ne sais pas s'il est allumé, je n'ai pas vérifié avant. Alors c'est vrai que dans cette ville désirable, le retour d'une forme de biodiversité indoor comme outdoor est souhaitable par les usagers. Indispensable même au sein du projet au final de... Attends, il n'est pas actif ton micro, je vais te donner le mien. Je parle peut-être pas assez fort. Je vais te donner le mien dans l'immédiat. Vous disiez que c'était un point qui était en plus essentiel dans le projet d'école. Donc je vais peut-être déjà commencer par présenter l'école, parce qu'au final, tout le monde ne connaît pas forcément Espace Estis. Donc ce sont deux écoles qui proposent deux formations distinctes. La première, donc Estis, propose une formation en 5 ans de management international, et l'école Espace propose une formation également de 5 ans qui allie et biosciences et business. Donc je vais commencer par vous présenter. On a depuis quelques années pris en compte le développement durable au sein de l'école, et il y a vraiment eu un souhait de la direction d'apporter quelque chose au sein du bâtiment. Donc on a déjà fait des travaux qui visent à rénover le bâtiment au niveau énergétique. Mais également au niveau des luminaires, etc., pour essayer de faire des économies d'énergie et avoir une empreinte carbone un petit peu plus basse. Mais également, on a fait le choix de végétaliser l'ensemble du bâtiment. Donc depuis 3 ans, donc au travers de 3 projets, un projet par année. Donc le premier, on a mis en place un mur végétal de 6 mètres carrés, donc, avec un système de biofiltre breveté qui permet de purifier l'air intérieur. Donc là, sur les 6 mètres carrés du mur, on ne purifie pas l'ensemble de l'air du bâtiment, mais on contribue quand même à améliorer un petit peu la qualité de l'air. Donc l'ensemble des polluants en fait sont décomposés en eau et en dioxyde de carbone par différents procédés bio et naturels. Ensuite, deuxième projet qui est celui de cette année, on a décidé de mettre en place un îlot de fraîcheur avec un jardin comestible. Donc pareil, en fait, toujours dans l'optique de développement durable, on essaye, dans la mesure du possible, de choisir les matériaux qui seront les plus adéquats. En l'occurrence, l'ensemble des structures métalliques sont faites en alu recyclé. Les pas japonais et le mobilier qui va y être apporté sont issus de recyclage de moules et de coquilles de moules et de coquilles d'huîtres locales, donc sur la région de la Côte d'Opale. Donc ça, c'est vraiment une chose qui tient à cœur à la direction, et au final, c'est aussi intégré dans notre projet pédagogique, parce qu'on a plusieurs cours qui sont en rapport avec le développement durable. Donc c'est vraiment l'idée d'unifier au final l'idéologie de l'école en adéquation avec la pédagogie qu'on propose à nos étudiants. Et enfin, donc un troisième projet qui date lui de l'année dernière, où on a fait le choix de végétaliser l'ensemble du bâtiment, donc toutes les salles de cours, les bureaux et aussi les espaces communs, en espérant... alors, on n'a pas beaucoup de recul encore sur les effets positifs de la végétalisation en intérieur, mais en tout cas, on a l'espoir que ça puisse influer aussi sur le bien-être de nos étudiants, de nos collaborateurs. Et donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix de végétaliser l'intérieur des bâtiments, en plus de s'occuper des espaces extérieurs, où on essaie toujours de laisser plus de place à la verdure. Alors, pourquoi, pour qui? Donc déjà, pour qui? Pour nos 750 étudiants, nos 25 permanents et nos 120 vacataires, pour les futurs étudiants, pour leurs familles, pour les entreprises qu'on accueille aussi au sein de l'école. Pourquoi? Pour essayer de former aussi la jeunesse qui passe par nos établissements, à les sensibiliser autant que possible sur les enjeux climatiques et sur les bonnes pratiques à avoir.
Encore une fois, être en adéquation avec, avec les valeurs de l'école et ce qu'on propose au niveau de la pédagogie. Et le seul moyen aujourd'hui que l'on a pour calculer, pour voir un petit peu les effets positifs, donc c'est au travers de certains relevés de qualité d'air de façon périodique et des enquêtes de satisfaction. Donc on a tendance, on n'a que 3 ans de recul, mais sur ce qui a pu être fait déjà aujourd'hui, on a quand même des retours plutôt positifs sur les actions qui ont été mises en place. Donc on a clairement l'intention de continuer dans cette lignée-là pour les années futures. Voilà, je pense que... Bon. Merci Jérôme. En tout cas, ça donne un système visible, ce qui n'est pas toujours le cas dans les systèmes techniques qu'on a vus auparavant. Et c'est vrai que quand on rentre dans l'espace Estis, on se rend compte de cette végétalisation parce que c'est vraiment tous les espaces, cage d'escalier, salle de classe, salle de réunion. Ça a fait partie aussi des choix, c'est qu'on voulait que ce soit visible, qu'il y ait un impact direct sur, alors effectivement, le bien-être, mais aussi parce qu'on a mis en place, on a changé tous les luminaires, on est passé en LED avec des détecteurs, mais tout ça, c'est pas vraiment concret pour les étudiants. Là, il y a vraiment, en plus, on essaie de les impliquer tant que possible au travers des différents pôles qui sont constitués au sein de l'école. Typiquement, là, pour le jardin végétalisé, ça va être les étudiants qui vont planter certaines des arbres fruitiers qui vont être mis en place. Ils vont être en charge aussi de faire une récolte. On va essayer de distribuer ça aux collectivités. Bon, alors ce ne sera pas une très grosse production, mais on a déjà des ruches qui produisent du miel. On essaie d'en faire profiter aussi un petit peu tout le monde. Là, ce sera un peu pareil avec ce jardin comestible qui se trouve au sein du campus. Il n'est pas espace Estis. Il sera vraiment pour toutes les écoles qui font partie du campus Saint-Raphaël. D'accord. Et il me semble, on va peut-être les préciser pour les autres établissements, parce que c'est jamais facile d'avoir une végétalisation indoor, parce qu'il y a des moments où on est en vacances, et je crois que vous avez souscrit un contrat avec une entreprise qui vient s'occuper d'arroser, parce que on a des gens qui sont pleins de bonne volonté, mais quand tout le monde arrose un petit peu la même plante tous les jours, on voit la plante mourir. Et on ne sait jamais si elle est bien arrosée, pas assez arrosée. Donc, vous avez fait un choix qui semble assez judicieux aujourd'hui, c'est de sous-traiter l'entretien. On est effectivement de ce fait-là sûr que les plantes sont bien entretenues et à longueur d'année, parce qu'effectivement, on a des périodes d'inactivité, il y a les vacances, etc. Ces personnes interviennent aussi pendant les périodes de vacances, enfin, du moins on se cale. Elles interviennent 1 à 2 fois par mois pour constater le bon état au final du parc végétal de l'école. Bon, merci pour ce témoignage. En tout cas, on était sur de la végétalisation essentiellement indoor, même s'il y a une initiative nouvelle qui va sur l'outdoor. Ça peut inspirer certains d'entre vous si vous le souhaitez, et je pense que Jérôme sera le bon interlocuteur pour vous. Merci pour ton intervention. Alors, je pense qu'on peut lancer, ça doit être une vidéo. Bon, vous aurez noté que ça marchait très bien ce matin. Oui. Voilà, il y a eu un petit changement et puis du coup, ça ne marche plus très bien. Il fallait cligner des yeux à la même cadence. Voilà, donc on a fait appel au service informatique pour ne pas passer tout l'après-midi avec ce problème.
Laetitia, est-ce que tu veux apporter un petit mot de conclusion à cette vidéo, en sachant que traditionnellement la Cato était du côté droit et gauche du boulevard Vauban et qu'on s'étend de plus en plus maintenant du côté de la rue Nationale. Donc il y a un petit square juste derrière le 270 rue Nationale où on a une localisation Institut catholique, donc le hangar créatif, sur lequel la toiture n'est pas une toiture passive et inaccessible, mais une toiture sur laquelle il se passe des choses. Un, deux. Oui, tout à fait. Un, deux. Je sais pas si on m'entend. Oui, tout à fait. Donc en fait, tout est dit dans la vidéo. Donc oui, il y a eu plein de beaux projets malgré la période Covid. On a réussi à faire venir les salariés, à les faire participer sur des projets de nature en ville. Et ça a été bénéfique pour chacun. Et puis maintenant, voilà, place aux nouveaux projets pour continuer à attirer du monde, à sensibiliser salariés et étudiants à la biodiversité, à la protection de la biodiversité, et puis aux besoins de nature en ville. Merci beaucoup. On sera à votre disposition juste après pour les questions. Je vais donner la parole à Marie Stankoviak, qui est pilote du démonstrateur Agriculture et Alimentation de demain. Vous avez sûrement tous vu que le Palais Rameau était en travaux. Donc je pense que Marie va nous apporter des réponses ou des précisions sur ce qui va nous arriver dans le quartier. Tout à fait. Je vais pas parler beaucoup du Palais Rameau parce que c'est pas un financement Livetree pour le coup, mais ça fait partie du projet en effet de démonstrateur agriculture et alimentation de demain. Alors vous allez avoir des choses qui sont un peu similaires par rapport à les présentations précédentes, notamment sur la question d'agriculture urbaine. Nous, chez Junia, notre ambition c'est quand même au sein du démonstrateur de pouvoir tester toutes les formes d'agriculture urbaine au sein du campus. Donc il y a des questions en effet de potager. On a aussi des questions d'aquaponie ou de choses liées à la production couplée, élevage de poissons, production végétale. Notre ambition, c'est vraiment de pouvoir montrer à nos étudiants, à nos partenaires, à nos salariés, tout ce qu'on est capable de faire en production, que ce soit en sol ou en indoor, donc hors sol, voire même, je vais vous l'expliquer par la suite, des productions un peu originales, notamment des vignes en hors sol qui étaient sur notre toiture jusqu'à il y a très très peu de temps. Pour rentrer un peu plus dans le détail, on a au sein du bâtiment ISA qui est juste à côté, dans le patio, pour ceux qui le connaissent, un module d'aquaponie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'aquaponie, ça n'a rien à voir avec le poney, c'est plutôt la production de poissons en même temps que la production de plantes. Donc comme vous pouvez le voir, on a des tubes qui sont verticaux et si vous regardez en dessous, il y a des bacs dans lesquels il y a de l'eau et des poissons. C'est une boucle vertueuse. Le but étant que l'un vienne nourrir l'autre. Alors, on a l'habitude de dire que c'est un système qui est fermé, c'est pas tout à fait exact, parce qu'on apporte quand même des compléments. Mais nos objectifs, tout du moins sur ce module-là, c'était de pouvoir montrer à nos étudiants comment on peut finalement produire dans des conditions un petit peu compliquées. Le patio, il n'y a pas beaucoup de lumière, donc on supplémente avec des LED. Et on essaie aussi de voir finalement comment un petit module comme ça qu'est-ce qu'il peut produire sur une année, et notamment pendant la période estivale. On a aussi mis en place un vignoble urbain hors sol. Alors déjà, on a mis en place un vignoble en Hauts-de-France qui est déjà quand même un petit peu innovant. Comme on trouvait que c'était pas assez innovant, on a décidé de le faire en hors sol, donc sans sol dans des géotextiles. Et comme on trouvait que c'était pas assez drôle, on l'a mis sur la toiture de l'ISA au 5e étage. On les a fait descendre il n'y a pas si longtemps que ça pour des questions de toiture qui doivent être refaites. Mais voilà, on a mis en place cette expérimentation-là qui est la même qu'une expérimentation qui a été menée à Montréal. Ça fait déjà 5-6 ans qu'ils l'ont faite. Donc voilà, on a mis en place la même expérimentation et en fait, on a testé des substrats qui sont un petit peu différents, c'est-à-dire en économie circulaire. Le but, c'est de ne pas ramener des substrats qui sont... qui viennent de terreau ou ce genre de choses. On a été chercher du compost, on a même été chercher des morceaux de verre recyclés qui sont dans nos substrats actuellement. Bon, le but, c'est déjà de montrer que ça fonctionne à court terme. À moyen terme, c'est de regarder les paramètres de culture. Et puis, à long terme, un jour, on aimerait bien avoir un vin Junia. C'est pas pour tout de suite, mais voilà, le but, ce serait peut-être un jour, en effet, de vinifier et de voir un petit peu si ce vin est différent ou non par rapport à un vin qui est en pleine terre, ou même, pour ceux qui connaissent, il y a un vin qui est fait sur un terril dans le Pas-de-Calais. Donc, voir s'il y a aussi des différences.
C'est une vraie question, hein, pour le coup, le vin en région Hauts-de-France, c'est pas une. Au début, c'était un peu une blague, mais en fait, maintenant, pour le coup, il y a vraiment des agriculteurs qui commencent à se diversifier en vignoble. On a aussi mis en place dans nos bâtiments Adimaker, donc c'est un petit peu plus loin sur le boulevard, un laboratoire d'expérimentation autour des techniques de production d'agriculture urbaine. Là, c'est vraiment à destination de nos étudiants, mais c'est aussi ouvert à nos collègues. Le but, c'est de pouvoir tester des choses. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire cultiver des micro-organismes, des champignons, des algues, des bactéries, les observer, les analyser. Et puis, on a commencé à tester le potentiel de nouvelles variétés de champignons ou de plantes comestibles. Alors, il y a quelque chose qui est assez récent, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais des micro-pousses. Ces micro-pousses, c'est quand le végétal pousse, mais qu'il est vraiment tout petit, donc pas plus gros que ça. Donc, par exemple, du basilic, si vous le coupez et que vous le mangez à cette période-là, vous verrez qu'il est beaucoup plus riche en goût et en nutriments d'ailleurs, que si vous attendez beaucoup plus longtemps. Donc les micro-pousses, c'est quelque chose qui est assez connu, notamment en Amérique du Nord, et c'est quelque chose qui pousse assez rapidement et assez vite. Donc il y a une production à forte valeur ajoutée. C'est quelque chose qu'on teste sur notre démonstrateur à FIV. Et du coup, on fait parfois des pré-tests dans ce laboratoire-là. Pareil pour les champignons ou les types de champignons. On teste de nouvelles choses. Et ça nous permet aussi de donner ça à nos étudiants. Ça permet aussi aux étudiants de tester de nouvelles expérimentations en production végétale. Et enfin, quelque chose qui ressemble beaucoup aux deux projets évoqués précédemment. On a on va dire un bout de toiture entre deux bâtiments qui était plutôt accessible côté salarié par la localisation même du projet. Donc on a mis en place un toit potager collaboratif, c'est-à-dire que c'est bien nos salariés qui s'en occupent. Il y a un petit groupe de salariés qui tournent sur les principes de la permaculture. Voilà, le but finalement, c'est d'essayer de maximiser le rendement de production. Alors ça, c'est le premier objectif, mais le deuxième, c'est plutôt à destination des salariés. Ça nous a fait du bien à la période justement Covid. C'était le seul moment où on avait le droit de se réunir à plus de 5 personnes. Donc voilà, ça a permis aussi de faire du lien. Et dans une école qui a fusionné avec 3 écoles, dont 2 qui connaissent pas trop le domaine de sciences de la vie, ça a permis aussi de leur montrer ce que c'était l'agriculture et l'agriculture en ville. Donc voilà, ça permet de faire du lien et c'est très complémentaire des autres initiatives que j'ai présentées avant. Voilà. Merci Marie. En tout cas, ce qu'on voit là, c'est que les mètres carrés sont chers en ville et d'autant plus dans le quartier Vauban. Et on se rend compte que des murs verticaux en indoor, des terrasses, des morceaux d'espace, et ça amène à Sadia sur le projet Youpi, qui est les interstices urbains. Comment est-ce qu'on traite de tous ces petits espaces qu'on peut sauvegarder pour remettre de la biodiversité je te laisse la parole sur ce sujet. Très bien. Déjà, merci beaucoup de me permettre de parler de ce projet qui n'est pas un projet live stream. Tiens-le bien dans ta bouche pour qu'on t'entende bien. Sur le menton. Ok. Donc déjà, merci de nous permettre de parler de ce projet. Alors, comme tu l'as indiqué, donc ce projet a pour objectif d'étudier les interstices urbains. On l'a prénommé interstices urbains petite taille et immense enjeu, Youpi. Alors c'est un projet qui a été pensé et bien initié par Cédric Devigne, ici présent. À l'époque, il était encore notre collègue. C'est un projet qui est réalisé en partenariat avec la ville de Lille, porté par la FGES et financé par l'ADEME. Donc notre objectif à travers ce projet est finalement d'étudier donc, ces espaces-là en ayant une approche écologique associée à une approche sociologique. C'est ce qui en fait un petit peu l'originalité, puisqu'il aborde simultanément des problématiques d'aménagement pour la biodiversité et des problématiques de perception par les citadins de ces interstices. C'est un projet important dans la mesure où peu d'études ont une approche interdisciplinaire comme celle-ci, encore moins sur des petits interstices, puisqu'on a fait le choix de travailler sur des interstices de moins de 3000 m². C'est un projet qui est important en plus parce que, vu la pression foncière des villes d'aujourd'hui, il est important de s'intéresser à tous ces petits espaces-là, surtout avec la loi zéro artificialisation nette, qui, comme on le sait, tend à cesser l'artificialisation ou en tout cas
à compenser par de la renaturalisation. Donc voilà, c'était un petit peu pour toutes ces raisons qu'on s'est intéressé à ces petits espaces. Alors pour ce qui est de la méthodologie, il a tout d'abord fallu faire une cartographie donc, de ces espaces-là. Et pour cela, on a été bien aidé par la ville de Lille, puisqu'ils nous ont transmis donc, des recensements de leurs espaces verts. Ensuite, on en a sélectionné... on a sélectionné 12 sites à partir de 4 typologies qu'on avait choisies. Parmi ces 12 sites, 8 ont fait également l'objet d'une étude sociologique. Alors, pour savoir finalement quel était l'impact de ces interstices, ou en tout cas comment se portait la biodiversité au sein de ces interstices, donc au sein de notre équipe, on aborde ça sous 3 échelles de la faune, à savoir la microfaune, mais aussi la microflore, la mésofaune et la macroflore, mais aussi bien sûr la flore et la végétation. Et un volet un tout petit peu complémentaire, on s'intéresse un petit peu aussi aux insectes volants. Et pour la partie sociologique, donc il a fallu d'abord sélectionner ces 8 sites en fonction de leur disposition, de leur fréquentation, etc., pour pouvoir justement mener ces enquêtes. Alors 10 à 15 enquêtes ont été menées par site, abordant 2 volets. Donc un volet plutôt acteur, où là il a fallu, Agathe Douchet, puisque c'est elle qui est en charge de l'aspect sociologique, a dû tout d'abord faire une analyse historique à partir bien sûr de documents, d'archives, mais aussi d'associations d'habitants, de mémoire vive de ces quartiers-là. Ensuite, il fallait effectivement s'intéresser aux modalités d'entretien de ces sites sélectionnés, donc être en contact avec justement les représentants de la ville de Lille et parler de leur stratégie. Et il y a eu aussi un volet habitants-usagers, comme on l'imagine, où là, c'était plus l'analyse de la perception de ces usagers de ces différents espaces. Et puis, in fine, on espère pouvoir, à la fin de tout ce projet, élaborer un référentiel interdisciplinaire, ce qui pourrait être très utile pour la ville de Lille. Voilà, je vous remercie. Merci Sadia. En tout cas, on voit qu'il y a une appétence pour les usagers qui ont parfois du mal à comprendre des sujets très techniques et pas très visibles, alors que sur les questions de biodiversité, il y a des attentes assez fortes qui sont exprimées. Cédric, je vais peut-être te donner la parole pour que tu nous parles de ce qui se passe dans la ville de Lille en termes d'expérience ou de projet. Tu étais un de nos collègues il n'y a pas encore très longtemps, mais tu as rejoint donc la direction des espaces publics et nature à la ville de Lille. Il y a de nombreux sujets, je crois. Oui, c'est la direction nature en ville. Donc moi, on m'a demandé de rien préparer. Donc quand on me demande de rien faire, moi ça je sais faire. Donc du coup, je vais un peu improviser, mais globalement, oui, la ville de Lille est une ville qui est relativement dense, comme vous le savez, donc très peu d'espace disponible. Donc les interstices urbains ont tout leur rôle dans ce cadre-là. L'utilisation des potentiels de végétalisation de toiture est importante et est un sujet qui nous occupe à l'heure actuelle. En tout cas, essayer de repérer le potentiel de végétalisation, c'est déjà un gros effort de cartographie. Qui est en cours, on va dire, en tout cas qui se travaille dans les services. Et après, bien sûr, les enjeux dans la ville, c'est essentiellement abaisser la température. Il y a deux axes essentiellement, c'est déminéralisation, donc on essaye de débétonner quand c'est possible. Donc il y a une grosse action sur la déminéralisation des cours d'école, donc c'est à la mode, dans beaucoup de villes, il y a cet axe-là. Donc on travaille donc avec les différentes écoles, on essaie d'en faire 2-3 par an, de manière à essayer de faire en sorte que la majorité des écoles soient débétonnées. Donc c'est intéressant d'une part pour l'îlot de fraîcheur urbain, et c'est aussi intéressant parce que ça permet d'être des outils de sensibilisation des familles, parents et enfants. Puisque parallèlement à la déminéralisation, il y a aussi un travail sur les palettes végétales qui sont travaillées et sur l'installation de nichoirs, donc nichoirs à mésanges pour l'aspect plus pédagogique, et parce que c'est les abris qu'on peut plus facilement observer, en tout cas que les enfants peuvent plus facilement observer.
mais on met des abris à hirondelles ou des abris à chauves-souris qui sont plus localisés dans les hauteurs. Et donc là, ça permet d'apprendre aux enfants à utiliser les jumelles, ce qui n'est pas négatif en soi. Et pour les chauves-souris, il faudrait qu'ils écourent la nuit. Donc c'est pas encore. Pourtant on travaille là-dessus, mais c'est pas encore gagné. Et sinon, donc une autre facette, une autre façon de faire, c'est essayer de planter un maximum d'arbres, en tout cas de végétaliser la ville. Et donc là, il y a différentes possibilités. On essaye d'utiliser tous les espaces qui sont encore à disposition. Et après, les espaces qui sont des délaissés sont aussi utilisés. À l'heure actuelle, il y a une mode aussi dans les villes, c'est de planter ce qu'on appelle des micro-forêts ou des forêts de Miyawaki, qui sont, on plante de manière très très dense des arbres. Donc c'est 3 plants au mètre carré. Donc on plante énormément d'arbres d'un coup et puis on voit ce qui reste dans 4-5 ans. Donc d'un point de vue sociétal, c'est hyper intéressant parce que souvent, ça fait l'objet de plantations citoyennes, donc ça permet de sensibiliser à ça. En toute honnêteté, d'un point de vue écologique, on a encore quelques doutes par rapport à l'intérêt. Donc l'intérêt de végétaliser, il n'y a pas de souci puisqu'il va y avoir une forêt. Ce qu'il y a, c'est qu'on plante par exemple 1000 arbres, et on sait qu'il va en rester 30% dans 5 à 10 ans, donc d'un point de vue écologique, ça pose quand même question. Mais ce n'est pas parce que ça pose question qu'il ne faut pas le faire. Donc l'idée de la ville, c'est essayer aussi d'être un territoire d'expérimentation. Donc c'est pour ça qu'on a soutenu le projet Youpi et qu'on le soutient toujours. Enfin, on ne le soutient pas financièrement, mais on le soutient. Voilà, on vous... on vous motive, on vous ouvre des portes, des jardins qui sont déjà ouverts, enfin, genre de truc très facile. Et il y a plusieurs actions. Donc il y a une volonté de suivre un peu justement les forêts, le développement de ces forêts de Miyawaki qui sont de plus en plus plantées par des associations en toute sincérité, mais qui manquent un petit peu parfois de suivi. On utilise les techniques de Miyawaki qu'il a réalisées dans les zones tropicales qui ne sont pas forcément adaptées. Donc on a besoin de faire ce suivi-là, d'une part pour vérifier justement l'intérêt, mais aussi pour pouvoir communiquer. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on lit ce qui se passe, c'est que les forêts sont plantées de manière très dense, donc il va y avoir 40 à 60% de mortalité. C'est important de pouvoir l'annoncer aux habitants. Oui, on a planté 25 espèces d'arbres, mais sur les 25, il y en aura peut-être 10, il en restera peut-être 10. Donc c'est important parce que ça peut faire comprendre aussi toutes les théories évolutives, etc. Enfin, il y a plein d'angles. Je ne vais pas faire la pédagogie là-dessus, mais donc voilà, j'avais encore une autre idée, mais c'est parti. Si, voilà, parmi les possibilités de végétaliser dans la ville, il y a aussi le permis de végétaliser que tout habitant peut évoquer, peut contacter la ville de Lille. Quand vous voulez créer, par exemple, une façade végétalisée sur votre façade, vous avez tout à fait la possibilité de demander à la ville de Lille de creuser une fosse. Donc la direction nature en ville va se rendre chez vous, va vérifier la faisabilité de l'espace, parce qu'il y a une nécessité d'une largeur de trottoir pour les usages habituels, et vérifier aussi les réseaux. Mais dans la majorité des cas, il y a plus de 1500 fosses qui sont actuellement creusées dans la ville, et on tourne autour de 300 à 400 fosses par an depuis 2017, avec un léger trou en 2020, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, ça fait partie des différentes actions qui sont menées à la fois pour débétonner et pour végétaliser, les deux axes qui permettent de rafraîchir les villes. On commence à les voir d'ailleurs, ces maisons végétalisées sur le quartier Vauban-Équerme, un peu plus sur Équerme, j'ai l'impression parfois, mais quand vous voyez des 1930 qui sont en train d'être équipés de plantes grimpantes et une petite ouverture sur le trottoir, c'est vrai qu'on les voit. Pour ceux qui prennent encore la voiture, on commence à voir une micro-forêt du côté de Between Village, de Baggio. C'est quand on a l'intersection, la sorte de pyramide d'herbe sur les autoroutes qui partent vers Paris, vers la 25 ou vers la Melle. On a une micro-forêt qui est visible, mais uniquement en voiture, je crois. Oui, c'est plus facile en voiture. Et pour ceux qui préfèrent la mobilité douce, il y a à Porte d'Arras. Vous pouvez y aller en métro, où il y a deux petites forêts qui ont été plantées. Une il y a 2-3 ans et la continuité cette année. Bon. Merci à vous pour vos témoignages. J'aimerais bien donner la parole à la salle, parce que c'est souvent des questions qui se posent quand on fait des smart buildings sur la manière dont on peut apporter de la végétalisation dans ces nouveaux bâtiments ou
ou même dans la rénovation urbaine. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires dans la salle? Bertrand? Bertrand Zindo, conseil régional. J'avais une question à propos du projet Youpi. Je l'ai compris comme un projet d'études, au demeurant tout à fait intéressant, hein, avec une dimension d'interdisciplinarité. Je voulais savoir s'il était prévu déjà une partie de proposition et au-delà, une politique particulière, des actions particulières qui seraient pour le coup menées par la ville de Lille. C'est ce que j'indiquais effectivement à la fin. Excusez-moi, j'ai manqué de vigilance. Non, mais c'est pas grave. Donc oui, effectivement, une fois que l'analyse écologique et sociologique seront terminées, l'idée c'est justement ça, de voir si, en combinant les deux analyses, on ne peut pas effectivement proposer des préconisations à la ville de Lille en ce qui concerne l'aménagement ou en tout cas, la prise en compte de ces interstices justement. Si, c'est prévu. D'autres questions, d'autres commentaires? Sinon, moi j'ai un commentaire. Donc, dans le cadre de la stratégie de l'Université catholique de Lille, ce matin, j'ai évoqué qu'elle était en croissance. L'université est en croissance, donc de nouveaux bâtiments, de nouveaux logements étudiants, et ainsi de suite. Mais elle a le souci que cette croissance se fasse en harmonie avec le quartier Vauban-Équerme, dans lequel elle est principalement intégrée, mais aussi dans les autres quartiers. Et cette harmonie suppose aussi de ramener la nature en ville. Voilà, que ce soit suite à des initiatives Live Tree ou d'autres initiatives. Hein. L'objectif de la journée, c'est de montrer un certain nombre d'initiatives. Et là, on a un beau panel d'initiatives de l'université, d'expérimentation, avec la particularité que l'on est de nouveau en cœur de ville. Comme ça a été bien dit, voilà, on a beaucoup de béton, beaucoup de pierres et pas beaucoup d'endroits où on peut mettre de la verdure. Bon, du coup, on pense la mettre à l'intérieur. Voilà, même l'agriculture va rentrer dans les bâtiments, dans le Palais Rameau. Tout ça fait partie des projets futurs. Hein. Et donc, on a donné un nom aussi à ce projet qui s'appelle Campus Zen, qui était une émanation de la dynamique Live Tree. Zen pour zéro émission nette pour le quartier, mais aussi Zen au sens du confort pour tous les usagers de l'université, mais aussi les habitants. Donc à ce titre, on a déjà eu quelques réunions avec la ville de Lille sur ce sujet. Voilà, ça intègre la question de nature en ville, mais aussi de la mobilité, tous les projets de rénovation. On a d'ailleurs signé le pacte bas carbone de la ville de Lille en juin dernier. Hein, donc on s'était engagé là-dessus. Donc il y a un partenariat déjà fort avec la ville. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres commentaires. Moi j'ai une petite remarque, c'est simplement quand on va sur Google Images et qu'on tape Smart City, végétalisation, on voit des flopées de buildings qui sont remplis de végétalisation. Est-ce que vous avez vous-même des préconisations avec les services immobiliers pour se dire est-ce qu'on crée des espaces qui accueillent de la végétalisation ou est-ce qu'on utilise ce qui est disponible quand le bâtiment est une fois fini? Vous voyez, parce que entre la vision de certains artistes qui dessinent des smart buildings où tout est vert, où on a des plantes qui dégoulinent de partout sur les bâtiments, on n'est pas là aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez des recommandations à faire aux constructeurs de bâtiments, aux services techniques qui construisent pour qu'on intègre un peu plus nativement la végétalisation? Alors, pour justement répondre à ça, comme Junia est en train de réaliser des opérations immobilières et notamment de construction de campus, c'est des questions qu'il faut anticiper parce que on a parlé de toiture, ça a l'air simple comme ça l'est pas vraiment aussi simple. Il faut l'anticiper, rien que pour une question de charge sur la toiture. Et puis il y a une question d'entretien, c'est-à-dire qu'on en a parlé, on l'a évoqué. Nous, on a quelqu'un qui reste pendant que tout le monde est en vacances, en fait, il faut le dire. C'est une question d'entretien. Et puis oui, c'est toujours très joli sur les images d'architectes, mais il faut aussi que ça fonctionne, que ce soit adapté au climat, adapté au fait qu'une année sur deux, depuis quelques années, il fait très sec. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir l'arroser. Il me semble qu'il y a quelques années, il y avait une opération de végétalisation dans la rue, ici, Norbert-Ségar. Il a fait très chaud. Au bout d'un moment, voilà, ça a donné quelque chose qui, du coup, visuellement rendait pas bien parce que c'était sec. Donc il faut anticiper. Enfin, je pense que c'est une discussion à avoir. Et c'est pas si simple que ça de mettre en place des éléments de verdure dans la ville, quoi. Il faut savoir s'entourer, entre guillemets. Merci Marie.
Et sinon, concernant la ville de Lille, effectivement, avec le pacte Lille bas carbone, en fait, ce sont des fortes incitations pour ceux qui ont signé le pacte, mais aussi pour ceux qui ne l'ont pas signé, parce que comme ça les invite à aller voir ce qui s'y trouve. Mais ce sont des incitations à adopter des bonnes démarches dans la réalisation. Donc c'est essentiellement des bailleurs et des propriétaires qui ont signé le bail. Et notamment donc, sur la nature en ville, il y a des préconisations pour les terrasses végétalisées, donc les toitures végétalisées. On insiste beaucoup notamment sur le fait que d'éviter de faire les toitures uniquement en sédum, mais de pouvoir varier les hauteurs de substrat, parce que l'hétérogénéité est plus importante qu'une toiture végétalisée qui soit réalisée de la même manière sur toute la toiture. Ça permet de s'affranchir parfois de certaines problématiques de charge, justement, de varier. Il y a les obligations de planter 3 arbres quand on abat un arbre, donc ça on en pense ce qu'on en veut, mais voilà, ça a au moins le mérite d'exister. Voilà, c'est toutes des préconisations qui sont réalisées. Donc la cellule Lille bas carbone de la ville de Lille accompagne les aménageurs de manière à pouvoir les diriger vers les services ou vers des fiches de préconisation qui sont rédigées. La nature en ville en a rédigé quelques-unes, on est vachement en retard, mais c'est notre objectif. Et effectivement, de pouvoir accompagner les aménageurs pour réaliser une ville souhaitable et désirable, comme tu le disais tout à l'heure. Bon, bah super. Merci pour vos témoignages. Pour les établissements qui sont dans la salle, vous avez ici un panel Junia, FGES, Ville de Lille, sur lequel vous pouvez vous appuyer, et puis même plus avec Espace Estis. Enfin, vous avez un panel de structures qui ont lancé des expérimentations, donc je pense que ça vaut le coup d'échanger après. Il y a encore une pause, pas maintenant puisqu'on va parler mobilité, mais il y aura une pause autour de 4 heures, je crois. Donc vous retrouverez toutes ces personnes pour les questions, à moins que vous ayez d'autres questions. Moi je pense qu'on va être limité au niveau du temps. Benoît ? Oui, on va être limité. J'avais juste un commentaire, peut-être une question, mais il faut être très court dans les réponses. C'est que vous n'avez pas, peut-être que c'est naturel, c'est évident pour tout le monde, mais insister sur le fait que ramener la nature en ville, c'est aider la ville à devenir plus résiliente face aux effets induits par le changement climatique. C'est un aspect extrêmement important. Je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde, mais en quoi, finalement, ramener cette nature en ville va aider la ville à être plus résiliente. Alors, que ce soit des mini-forêts, que ce soit utiliser interstices, que ce soit de développer de l'agriculture dans la ville, parce qu'on voit que l'agriculture en dehors de la ville, elle souffre beaucoup. Est-ce qu'il y a un intérêt particulier, prenons le cas de l'agriculture, par rapport à la situation actuelle que vivent les agriculteurs, à essayer de ramener un peu plus d'agriculture en ville? Pour moi, c'est complémentaire de mettre de l'agriculture en ville vis-à-vis de l'agriculture en dehors de la ville. Pourquoi nous, on parle bien d'agriculture avec un S, et souvent. Pourquoi ? Parce que l'agriculture en périurbain et même en rural, elle souffre pour plein de raisons, et elle souffre aussi, et très clairement, d'un manque de communication et de pédagogie vis-à-vis de ce qu'elle fait. Et donc réintégrer aussi de l'agriculture en ville, c'est permettre de réapprendre aux gens ce que c'est, et permettre aussi finalement de montrer les enjeux de l'agriculture, qu'ils soient en ville ou non. Donc pour moi, c'est un support et ça permet aussi de montrer la réalité d'un métier qui est loin d'être facile au quotidien. Et voilà, je pense que c'est un support, l'agriculture en ville est un support de pédagogie, de sensibilisation et bien entendu de résilience et d'écologie. C'est amusant parce que ça rejoint une conclusion qu'on avait en fin de matinée, quand on parlait des aspects sociologiques dans les bâtiments, l'appropriation des bâtiments, le fait d'utiliser l'énergie. On a une prise électrique, on se branche, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, et du coup on en abuse. Mais finalement, on va au supermarché, on achète des carottes, on ne sait pas tout le chemin qu'il a fallu pour produire ces carottes, et puis on peut en abuser aussi. Enfin, je fais un parallèle, en tout cas pour ceux qui étaient là ce matin. On voit qu'on revient à cette question, finalement, de sensibiliser, est-ce que j'oserais le mot éduquer, le mot amener les usagers à s'approprier pour mieux connaître tous les process, finalement, qui amènent à leur confort de vie, à leur mode de vie qu'on devra manifestement faire évoluer. On parlait de sobriété ce matin aussi, mais qu'on devra faire évoluer pour répondre aux enjeux climatiques et à la transition énergétique et sociétale. Enfin, je me permets
C'est une transition pour la table ronde suivante, ça veut dire quelque chose? J'avais même donné une petite anecdote, c'est qu'on peut avoir une approche très technologique de la biodiversité en ville. Il y a quelques années, on avait une personne à l'ICEN qui travaillait sur l'acoustique et qui montrait que quand on a des façades végétalisées dans une rue très minéralisée comme on a dans les quartiers au vent, ben finalement les phénomènes vibratoires et le bruit ambiant étaient absorbés par la végétation qui était sur les murs des maisons. Donc on peut aussi trouver des approches très techno à cette végétalisation urbaine qui apporte du bien-être finalement, quoi. Voilà, c'était pour l'anecdote, mais je crois qu'il doit toujours y avoir un département acoustique à l'ICEN qui travaille dessus, je crois. Voilà. Bon, on peut remercier les participants à la table tous. ronde, vous pouvez les applaudir. Et j'appelle pour la table ronde suivante Grégory Van Greveninge, Pierre-Emmanuel Lesoin, Benoît Bourrel et Bénédicte Barbie-Fels, sachant que Benoît va animer cette table ronde. Il sera participant et animateur. Mais Benoît sait tout faire, hein. Voilà, donc je vous rappelle le titre, Enjeu de décarboner la mobilité. On est tous d'accord là-dessus, mais en réduisant toujours le nombre de voitures en ville. Donc il y a là un double enjeu. Voilà, donc on va parler effectivement mobilité maintenant. Ce matin, je crois qu'à plusieurs reprises, on a cité le dernier rapport du GIEC, hein, du mois d'avril 2022. Ben, je vais le reciter, hein, puisqu'il s'intéresse beaucoup aux solutions face au réchauffement climatique et notamment aux grosses modifications structurelles, hein, qui permettent de réduire finalement les consommations, la dépendance énergétique et puis aller vers davantage de sobriété. Et ce rapport nous dit que la sobriété, ben, elle passe par une évolution de l'alimentation, elle passe par le logement, par le travail, l'évolution des modes de travail avec le télétravail et la mobilité électrique et douce. Voilà, je distingue les deux sujets, électrique et douce, hein, parce que la décarbonation de la mobilité, c'est pas simplement passer d'une énergie thermique, fossile souvent, à des moteurs électriques. Il y a aussi la mobilité qui, par principe, ne va pas utiliser d'énergie, si ce n'est l'énergie humaine, voilà, musculaire, qui émet un petit peu de CO2 aussi, forcément, mais voilà, beaucoup moins. Donc on accueille à cette table ronde, je vais les indiquer dans l'ordre d'apparition et d'intervention, Grégory Van Greveninge, qui est déjà intervenu ce matin, hein, qui est responsable technique des démonstrateurs Junia, et qui est notamment engagé dans le déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge de véhicules électriques au sein du campus, au sein des démonstrateurs dont il a parlé ce matin. Pierre-Emmanuel Lesoin, donc, qui est déjà intervenu d'ailleurs, hein, on a intervenu ensemble tout à l'heure, directeur technique adjoint au groupement hospitalier de l'Institut catholique de Lille, voilà, sur les questions de la mobilité, des transports, hein, et de l'évolution finalement du contexte sanitaire. Bénédicte Barbie, qu'on a le plaisir d'accueillir, qui est directrice relations extérieures, affaires publiques et développement durable chez Mobivia, qui nous parlera notamment de l'accès à la mobilité pour tous. Et moi, je changerai de casquette à un moment donné, hein, j'interviendrai juste avant Bénédicte d'ailleurs, sur le management de la mobilité, voilà, pour vous partager aussi l'expérience que l'on a acquise au sein de l'université depuis 2006. Hein. On a été le premier campus universitaire à mettre en œuvre son plan de déplacement d'université. Voilà, alors je vais te donner la parole, Grégory, pour démarrer, et donc pour que tu nous en dises davantage sur ce réseau de bornes de recharge. Est-ce que ce sont de simples bornes de recharge? Merci Benoît pour la transition. Alors déjà pour commencer, on va peut-être un petit peu géolocaliser l'ensemble des points de charge qui ont été mis en place au sein de l'université depuis 2018 maintenant. Donc on a un ensemble de 24 points de charge qui ont été déployés sur l'université dans le cadre du protocole région qui est subventionné à l'AFTRI.
Et donc ces points de charge ont été déployés sur l'îlot ICAM par exemple, sur les différents bâtiments de l'université catholique qu'on peut voir en orange ici, ou ceux de Junia en rouge, ou même à l'IESEG. Donc on a des points de charge qui sont disséminés un peu partout et qui ont une particularité, c'est d'être utilisés et utilisables aussi bien par des véhicules de service, mais aussi par les usagers des campus au sein des différents établissements. Alors pour un peu de chiffres, parce que c'est toujours intéressant d'avoir ces notions, depuis 2018, grâce à l'ensemble de ces points de charge, on a réussi à réaliser 6300 charges de véhicules sur l'ensemble du campus, ce qui représente en termes de consommation un impact qui n'est pas négligeable, puisqu'on est à 87,8 MWh de consommation électrique dédiée à la recharge électrique pour les véhicules, mais ce qui représente quand même approximativement 438 974 km parcourus, en prenant les chiffres ADEME qui disent que 1 kWh permet de réaliser 5 km. Donc je n'ai pas cherché à discuter ces chiffres, je suis parti sur des chiffres qui sont communément admis. Au sein des différents établissements, j'ai tenu à remontrer un peu les chiffres et les évolutions des recharges suivant les années, donc depuis 2018. Et on peut voir qu'on a eu une très forte progression de la recharge avant Covid et de l'utilisation des véhicules électriques. Si je prends par exemple pour l'université catholique, en 2018, on avait eu une seule transaction qui avait été réalisée puisque les bornes avaient été installées en fin d'année. Mais à partir de 2019, on a eu 126 transactions qui sont arrivées au fur et à mesure, alors que ICL n'avait pas énormément de véhicules électriques à disposition pour le service. Donc ça veut dire qu'il y avait vraiment un nombre d'usagers qui ont pris la main directement sur les bornes de recharge. Si on fait un parallèle avec Junia, on voit qu'au niveau de Junia, on a eu 145 recharges en 2019, mais sur ces 145 recharges, on a 3 à 4 véhicules électriques de service qui sont utilisables, et donc du coup, c'était pas forcément dédié tout de suite auprès des usagers, même si maintenant ça a été ouvert et que c'est utilisé par les collaborateurs. Voilà pour vous donner un peu les évolutions. On peut voir notamment en termes de puissance distribuée pour les recharges, les évolutions de consommation associées sur les différents établissements. Hop. Et pour finir, la recharge électrique, c'est bien de fournir un service aux usagers, mais comment est-ce qu'on peut aussi accompagner ces usagers à être plus verts dans leur utilisation et pas venir se connecter forcément systématiquement tous les jours au niveau des bornes et ainsi de suite. Et donc on a un projet qui s'appelle le projet Low Carbon Mobility, qui a pour vocation de favoriser les recharges low carbone et donc permettre aux usagers de choisir leur mode de recharge en fonction de leurs besoins réels. Et donc si une personne peut rester connectée pendant 7 heures sur une borne de recharge, dans ce cas-là, elle nous l'indique, et donc on va pouvoir déplacer les moments de charge de son véhicule en fonction des contraintes réseau, en fonction du carbone dans l'électricité, en fonction de la production photovoltaïque qui est disponible sur site. Donc c'est un peu tout l'enjeu de ce projet qui j'espère verra bientôt le jour, puisqu'on est en phase de finalisation technique d'un point de vue informatique et communication au niveau de la donnée.
Très bien, merci Grégory. Notez bien les questions que vous souhaitez poser aux uns et aux autres pour y revenir une fois que chacun se sera exprimé. Pierre-Emmanuel, la mobilité, c'est se déplacer d'un endroit à un autre. Et outre ce que tu nous as présenté ce matin en termes d'énergie sur l'hôpital, là aussi, vous avez une logique qui est de dire réduisons les distances finalement d'accès aux soins. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tout à fait. Oui, on a le schéma habituel en tête, celui du patient qui vient à l'hôpital. Mais une des démarches, et ce n'est pas la seule piste, mais une piste qui est prise par le GHICL, c'est de développer ce qu'on appelle l'HAD, l'hospitalisation à domicile. Donc là, c'est le soignant qui va chez le patient. Et puis de développer ce qui s'appelle des centres de soins, qui pourraient être des centres de proximité. Donc on en a 3 au sein du GHICL. Je vous ai cité ce matin nos 3 établissements, nos vaisseaux amiraux, Saint-Philibert, Saint-Vincent et Sainte-Marie. On a en plus 3 centres de soins au plus proche des habitants, qui sont ces 3 centres de soins à Herly, Templeuve et Beuvry. Je n'ai pas mis la carte, mais vous voyez qu'on essaye de couvrir un peu le territoire, même si on n'est pas une multinationale, on n'a pas vocation à conquérir des territoires, on a vocation à être présent au plus proche des besoins. Après, donc ça c'est une piste, aller au plus proche. Une autre voie qu'on travaille, c'est donc d'améliorer ou décarboner les déplacements pour se rendre sur nos 2 hôpitaux métropolitains. Je vous ai mis la carte du réseau Ilevia, que vous connaissez, en tout cas la carte du réseau de métro. On a la chance, alors je ne sais pas si c'est un hasard, je ne connais pas la genèse. Saint-Philibert a été construit dans les années 70, donc un petit peu avant l'arrivée du premier métro automatique au monde, le métro de Lille. Et Saint-Philibert est au terminus de la ligne 2 et la station s'appelle Saint-Philibert. Donc c'est assez évident et je pense que tout le monde identifie l'hôpital. Notre 2e hôpital métropolitain, c'est Saint-Vincent. Alors, il n'est pas la station Saint-Vincent. D'ailleurs, je fais un appel, si vous pouvez nous pistonner pour changer le nom de la station sur la ligne 2, transformer Porte de Valenciennes en station Saint-Vincent-de-Paul. Moi, je suis preneur. Je pense que ça inciterait encore plus les patients à venir en métro et le personnel à venir en métro, parce qu'il est vraiment à 10 mètres de l'hôpital. Enfin, la station Porte de Valenciennes est à 10 mètres de l'hôpital. Et Saint-Philibert, d'ailleurs, on vient de livrer une extension qui rapproche encore l'hôpital de la station Saint-Philibert. Donc, c'est évidemment un des moyens décarbonés les plus simples. En termes d'émissions de CO2, le 10 km en métro, c'est comme faire 10 km en vélo électrique. Donc, les émissions liées au transport en métro sont très faibles. Donc, c'est un moyen de transport décarboné à privilégier pour accéder, si vous devez vous faire soigner, Saint-Philibert ou à Saint-Vincent, ou si vous devez accoucher, venez en métro. Oui, pour le retour, pour le retour, il y a une station Vélil, juste à côté de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Donc le vélo est une autre piste de décarbonation. On a mis en place l'indemnité kilométrique vélo. Enfin, ça, on n'invente rien, je pense que ça existe dans pas mal d'entreprises. Mobivia doit pratiquer. Et puis, pour venir à vélo, il faut un circuit sécurisé, puis il faut être sûr de pouvoir repartir avec son vélo le soir. Donc l'importance, et là pour le coup, la station Porte de Valenciennes, pas forcément ultra sécurisé. Donc on va installer un garage à vélo qui permettra au personnel de garer son vélo en sécurité au sein de l'hôpital. Et puis le dernier volet, je le mets en dernier parce qu'effectivement la mobilité électrique n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est une des voies. On a mis en place des stations de recharge électrique qui sont destinées à la fois au personnel et à la fois à la flotte. On a une petite flotte de véhicules électriques, notamment pour les transferts de pharmacie et de médicaments entre les 2 hôpitaux.
Pour les véhicules de service, la recharge est gratuite, entre guillemets, enfin, elle est payée par GHCL. Pour le personnel qui veut recharger sa voiture électrique, on vient de supprimer le coût de connexion. Donc, avant, il y avait un coût de connexion plus le coût des consos. Maintenant, il n'y a plus que le coût des consos, 18 centimes d'euros TTC par kilowattheure. Voilà 3 pistes de mobilité décarbonée, plus celle que j'évoquais en introduction, aller au plus proche des gens qui ont besoin d'être soignés. Très bien. Merci beaucoup. Je vais prendre la zapette. Merci. Voilà, quelques mots sur le management de la mobilité qu'on déploie au sein du campus de l'université depuis 2006. Qu'est-ce qu'on appelle le management de la mobilité? C'est le fait pour une organisation de s'intéresser à la manière dont les usagers, les salariés, les étudiants se déplacent. Et pourquoi s'intéresser à cette question? Eh bien parce que un parking est destiné à devenir un bâtiment ou un espace vert, parce qu'on déménage, parce qu'on souhaite réduire la part de la voiture ou diversifier les autres modes de transport. Alors autant en 2006, peut-être que la question carbone était un peu moins prégnante qu'aujourd'hui. Il y a directement un objectif. Alors, il y a toujours eu un objectif environnemental, puisque les plans de mobilité sont une démarche qui a été mise en place et déployée par l'ADEME. Aujourd'hui, la question de la mobilité décarbonée est vraiment au cœur des systèmes de management de la mobilité. L'idée, voilà, c'est de faciliter l'accessibilité pour tous. Il y a de ça plus de 15 ans. Le campus est un campus qui, historiquement, avait été, comme beaucoup de quartiers en ville, aménagé pour la voiture. On pouvait, à certains endroits, difficilement se déplacer, même à pied sur les trottoirs. Il y avait du mobilier urbain, des trottoirs en mauvais état. Il n'y avait pas de pistes cyclables, il n'y avait pas de trottoirs larges, il n'y avait pas d'arceaux. Enfin, voilà, c'était le tout voiture. Dans le cadre d'un programme de management de la mobilité, les enjeux ne sont pas simplement des enjeux d'accessibilité. Il y a aussi des enjeux économiques, d'autant plus avec l'augmentation du prix des carburants. Il y a évidemment des enjeux environnementaux, de réduction des polluants, réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il y a des enjeux de santé aussi. Évidemment, ça, les utilisateurs des modes doux le savent bien. Et pratiquer la marche ou le vélo en ville est bien souvent d'ailleurs un moyen d'aller plus vite que le camarade qui a essayé d'y aller en voiture, le temps d'essayer de se garer. Et un plan de mobilité, c'est aussi un ensemble de dispositifs, d'actions qui sont évidemment mis en œuvre avec une contribution des collectivités, des institutions, à la fois, soit en charge de solutions de mobilité, soit les collectivités compétentes sur cette question. Alors un petit retour imagé. Alors, on avait évidemment beaucoup plus d'images. Qu'est-ce qu'on fait au sein de l'université? Dans la plupart d'ailleurs des établissements de l'université, d'une part déployer des équipements en propre, les équipements classiques, arceaux vélo, abris sécurisés pour des vélos, dans lesquels on peut rentrer avec un badge par exemple, des parkings, des bornes de recharge, on en parlait tout à l'heure. Donc tout ce qui est équipement, ça c'est indispensable. On peut sensibiliser, expliquer qu'il faut se déplacer autrement, mais s'il n'y a pas le vrai arceau vélo qui permet d'accrocher son vélo dans les règles de l'art, ça ne sert pas à grand chose. Les équipements que j'appelle publics ou sur l'espace public, il est très important que l'ensemble des parties prenantes de la mobilité, qui sont d'abord les collectivités, les entreprises délégataires de services publics et autres fournisseurs de solutions, travaillent main dans la main. Et les entreprises, les universités travaillent main dans la main pour apporter les services qui répondent au plus grand nombre. Les cheminements, les continuités, travailler aussi sur des diagnostics des cyclables, des diagnostics d'accessibilité pour voir où ça coince, pour voir où sont les ruptures, pour voir où sont les problèmes, ce qu'on appelle le dernier kilomètre. C'est pratique d'avoir une station de métro près de chez soi, encore faut-il qu'elle arrive
soit à proximité de l'endroit où on doit aller, soit qu'il n'y ait pas plus de 10 minutes de marche entre l'arrêt de cette station et l'endroit où on doit aller. Hein. Alors s'il y a des stations Vélil, s'il y a une navette, un bus, c'est d'autant mieux. Donc travailler là-dessus. Ce qu'on met aussi, là où on met aussi beaucoup d'énergie, c'est sur la communication, sur l'animation. Indispensable, communiquer. On le disait, je crois que c'est Laure ou Hervé qui le disait ce matin, c'est pas suffisant de communiquer, il faut animer, il faut donner à tester. On prête des vélos électriques, on prête des cartes passe-passe, on organise des ateliers de réparation de vélos. Vous voyez des photos hein, sur la droite. Des animations, c'est aussi animer des challenges. En ce moment, là, c'est le mois. Hein, téléchargez l'application GeoVélo, inscrivez-vous dans les équipes, là, il y en a partout. Et faites du vélo, hein, faites des kilomètres en équipe. C'est le bon moment. Les services aux usagers. Alors, on a déployé au sein de l'université une opération qui s'appelle Copilote. Alors, ça a été financé par l'ADEME, c'était le nom du projet, mais qui perdure encore aujourd'hui. Et Copilote, c'est un ensemble de services, et notamment des conseillers mobilité qui peuvent répondre à des questionnements, conseiller les usagers, prêter un vélo électrique, travailler sur des cartographies, mettre en lien avec Ilevia, avec l'ADAV sur les questions de trajets cyclables ou autres. On a aussi des véhicules, on a parlé tout à l'heure des véhicules électriques de service, qui sont aussi une bonne façon de faire découvrir à des salariés. C'est accessible à tout salarié et des étudiants dans un cadre pédagogique. C'est une bonne manière aussi de faire découvrir ce qu'est un véhicule, une voiture électrique, puis de lever certains freins potentiels. Ouh là là, il n'y a pas de pédale d'embrayage, comment ça fonctionne, il n'y a pas de bruit, mais on y prend très vite goût. Des enquêtes régulières, des enquêtes mobilité, voilà, régulièrement pour mettre à jour nos connaissances des pratiques de mobilité des salariés, pour aussi s'intéresser à la mobilité. Une enquête, elle est intéressante dès lors qu'il y a un retour aussi de l'enquête, des forums, une discussion pour que la question de la mobilité soit prégnante au sein d'une institution. Hein, ça devient un peu pas un projet d'entreprise, mais une question partagée au sein de l'entreprise. L'accompagnement individualisé, j'en ai parlé un petit peu. Et puis réaliser régulièrement des expérimentations. On a expérimenté, j'en parlais un peu là, du conseil individualisé avec l'ADEME, donc avec l'ensemble de ce pack et ce coaching et ce suivi par des conseillers mobilité. Ce qui fait que la mobilité au sein de l'Institut catholique de Lille, c'est aujourd'hui un vrai sujet qui est partagé, qui est assez souvent abordé. Il y a la question, vous voyez en bas à gauche, du forfait mobilité, donc le travail avec le CSE, la direction des ressources humaines, la direction des projets immobiliers sur l'aménagement des parkings, les services techniques pour la gestion de tout ça. Donc c'est vraiment abordé de manière très, très transversale avec une implication des usagers. Et puis il y a les incitations financières, indemnité kilométrique vélo, prise en charge d'une partie des abonnements transports en commun. Des vraies questions qui se posent aujourd'hui, qui sont liées à la raréfaction future des places de parking. On ne construit plus de places de parking, il n'y a plus de places de parking disponibles ici dans le quartier. Et pour autant, le nombre d'intervenants augmente. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas garer tout le monde, et ça devient critique. Qu'est-ce qu'on fait dans le futur? Voilà. Place de parking contre 100% de l'abonnement transport en commun, contre le financement d'un vélo à assistance électrique, par exemple. Donc c'est des sujets finalement qui au cours des années sont très très régulièrement évoqués, très régulièrement abordés, finalement, pour arriver à un ensemble, un bouquet de solutions, d'accompagnement, d'incitation, d'équipements, d'infrastructures qui ensemble permettent cette évolution de la mobilité. Voilà pour moi, pour ma petite intervention. Et Bénédicte, je vous donne la parole. Je crois que vous avez un petit film. Oui, une petite vidéo. En tout cas, merci. Et je trouve que c'est vraiment passionnant de voir à quel point on représente ici une diversité d'acteurs et comment, sur ces sujets de mobilité,
on voit qu'en effet, on est dans une approche de panel de solutions et pas une solution unique. Souvent, quand tu parles de mobilité durable, on pense véhicule électrique et on voit qu'en effet, il y a vraiment une diversité de solutions. Alors moi, à mon niveau, en effet, l'idée, c'était de vous apporter un éclairage qui est celle d'une entreprise. Alors non pas sous l'angle des plans de mobilité, ça ne veut pas dire qu'on n'en fait pas, hein. On a évidemment cette démarche-là. Et pour la preuve en est, c'est qu'on déménage très très bientôt. D'ailleurs, on passe de Saint-Guin à Villeneuve-d'Ascq précisément pour des questions justement d'optimisation de la mobilité. Mais l'idée, c'était surtout de vous partager comment Mobivia, en tant qu'acteur économique, dont le métier précisément a évolué de l'automobile à la mobilité, comment on aborde ces questions et quels sont le type de solutions aujourd'hui qu'on développe au sein de l'écosystème Mobivia. Donc d'abord, une petite vidéo pour vous expliquer ce qu'est Mobivia. C'est la vidéo qui reflète en fait la raison d'être qu'on a définie il y a maintenant 2 ans. Depuis 50 ans, nous partageons une aventure humaine formidable, celle d'accompagner l'homme mobile. Nos valeurs fondatrices font plus que jamais notre force. Esprit entrepreneurial, performance durable, partage, humanisme et empathie. Héritiers de cette histoire, nous sommes animés par l'envie d'une mobilité plus vertueuse et plus accessible. La mobilité est bien plus qu'un besoin, elle nous est indispensable au quotidien. Elle nous permet d'accéder à un emploi, aux soins, à l'éducation. Elle nous permet de créer du lien social. Nous sommes des entrepreneurs du monde de demain. Nous osons, nous innovons, nous cultivons notre esprit pionnier. Nous faisons bouger les lignes dans un secteur en pleine transformation. Nous voulons apporter à chacun une mobilité adaptée à ses besoins, ses moyens, ses choix. Nous créons une mobilité plus sûre, plus accessible et plus propre. Face aux défis écologiques et sociaux, nous agissons en entreprise responsable et engagée. Nos solutions innovantes reflètent notre engagement dans chacun de nos métiers. Tous ces engagements sont au cœur de notre raison d'être, que nous exprimons ainsi, parce que la mobilité est essentielle à chacun. Nous entreprenons pour que nous soyons tous durablement mobiles. Cette raison d'être met nos énergies en mouvement. Elle nous ouvre de nouveaux horizons pour imaginer la mobilité de demain. À nous de la faire vivre. À nous de revisiter nos métiers, d'en inventer de nouveaux, de collaborer pour aller plus vite, plus loin. Nous sommes tous acteurs de cette transformation. Notre raison d'être nous invite à l'action pour contribuer à un monde meilleur. Elle nous rassemble derrière 5 mots-clés. Opening sustainable mobility to all. De ces sujets de la mobilité, en commençant il y a 50 ans par Nord-Auto qui vendait des pneus à des automobilistes sur des parkings d'hypermarchés pour devenir aujourd'hui un écosystème d'une 40aine d'entreprises au service de cette raison d'être. Donc la raison d'être qui est vraiment de rendre accessible la mobilité durable à tous. Et pour nous, vraiment, l'enjeu au quotidien qui anime toutes les équipes, donc Mobivia, c'est 22 000 salariés aujourd'hui sur l'ensemble du périmètre. Et donc, pour nous, l'enjeu, il est double. C'est d'abord, en effet, de contribuer à apporter notre pierre pour décarboner cette mobilité. Pourquoi Benoît a rappelé tout à l'heure le rapport du GIEC, hein, la mobilité, c'est 30% des émissions de CO2 globalement dans le monde. Le GIEC insiste particulièrement sur ce levier mobilité, c'est quasiment le premier levier, et notamment en évoquant la mobilité individuelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que le GIEC aussi, et je pense que c'est la première fois qu'il insiste aussi sur le fait qu'il faut travailler sur cette mobilité durable, mais qu'il ne faut surtout pas oublier la dimension sociale et la dimension accessibilité, inclusivité. Parce que quand on parle de véhicules électriques aujourd'hui, il faut savoir que les gens qui sont aujourd'hui en capacité d'acheter un véhicule électrique, ils sont très peu nombreux. Ils le seront peut-être de moins en moins parce que on voit bien que les véhicules sont de plus en plus chers. Hein. Demain, un véhicule, probablement qu'on sera sur des prix moyens entre 40 000 et 50 000 euros par véhicule. Bon, vous le voyez, ce qui est en train de se passer sur tous les coûts des matières premières, etc.
Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment raisonner différemment, il faut réinventer les modèles. Et c'est d'autant plus important que je vous ai mis là une slide qui est le défi social. Donc, il y a le défi environnemental d'une part, mais il y a aussi le défi social. Il y a une étude de la Fondation Nicolas, dans la Fondation pour la Nature et pour l'Homme, qui s'est rebaptisée il y a quelques temps, et de WeMove, qui est une organisation qui travaille sur la mobilité inclusive, qui est sortie récemment et qui met en évidence qu'en France, on a plus de 13 millions de Français qui sont en situation de précarité de mobilité. Et donc, ça représente 28% de la population. Sur ces 13 millions, il y en a 4. Il y a 4 millions de personnes qui n'ont pas de solution de mobilité, c'est-à-dire qui n'ont même pas de vélo, pas de voiture, qui n'ont pas d'abonnement à un service en transport, etc., en transport en commun. Donc c'est un vrai sujet, vous le savez tous, hein, c'est ce qui a donné lieu il y a quelques mois à tous les mouvements, gilets jaunes, etc. Donc la mobilité, c'est vraiment un sujet très très sensible. Et quand on s'attaque à la mobilité durable, aujourd'hui, il faut vraiment embarquer ce pilier-là. Alors comment on l'aborde, nous, avec l'écosystème d'entreprises qui est le nôtre? Donc je vous disais, Mobivia, c'est une quarantaine d'entreprises. On a d'abord sur nos activités historiques, donc on a une activité qui s'appelle Driver Service. Bon, globalement, c'est Norauto, Midas, Carter Cash, toutes les activités qui sont plutôt sur l'automobile. Bah, nous, on se dit qu'elles ont un rôle absolument majeur à jouer aujourd'hui. Parce que quand on parle de mobilité durable, il faut bien penser qu'il y a un parc en circulation aujourd'hui de l'ordre de 40 millions de véhicules. On ne va pas les envoyer à la case d'un claquement de doigts. Ça serait d'ailleurs une ineptie complètement à la fois économique et environnementale. Et donc ce parc, il faut trouver des solutions pour l'optimiser. Et nous, on considère que ça fait partie justement de notre contribution que de développer des innovations pour optimiser ce parc en circulation. Donc j'ai mis quelques exemples, mais c'est ce sur quoi on travaille au niveau des équipes Mobivia, c'est d'inventer peut-être des services qui vont permettre d'optimiser. Donc je vous ai mis l'exemple de l'éco-révision, par exemple. Alors c'est pas un démonstrateur, mais c'est un sujet de recherche et développement qu'on a mené pendant 6-7 ans pour développer une révision qui permet de remettre les véhicules à leur niveau d'émission d'origine. On ne va pas faire d'un véhicule très ancien qui émettait beaucoup à l'époque, un véhicule absolument qui ne va pas polluer, mais on le remet au niveau d'émissions. Et donc, ça permet facilement de faire gagner 10-15% d'émissions de CO2. J'ai mis l'exemple des boîtiers de conversion éthanol. On en parle beaucoup aujourd'hui, à la fois pour les enjeux environnementaux, mais aussi les enjeux économiques et le coût des carburants. Ben ça fait partie des solutions qu'on développe et que les équipes chez nous ont travaillé. On travaille sur le rétrofit aussi, par exemple. C'est aussi des solutions. Rétrofiter un véhicule thermique en véhicule électrique. Aujourd'hui, il y a des startups et pas que des startups qui travaillent sur ces sujets. Et puis après, évidemment, il y a évidemment tout ce qui est développement de solutions pour entretenir les véhicules électriques qui commencent à arriver sur le marché. Donc voilà, donc il y a déjà cette première verticale qui consiste à accompagner les automobilistes dans leur mobilité, en ayant conscience qu'il y a beaucoup d'automobilistes qui ne peuvent pas se passer de leur voiture, malheureusement aujourd'hui. Tout le monde n'a pas la chance d'habiter en ville avec beaucoup de solutions, etc. Le deuxième vertical, il est marqué distribution là, puisqu'en fait, on a une activité, on a des enseignes qui sont plus sur une approche de distribution. Ce qui est intéressant là, ce n'est pas le mot distribution, c'est la notion d'économie circulaire et de recommerce, puisque dans les solutions, il faut qu'on raisonne différemment, en fait. Vraiment, de se dire qu'on avait l'habitude de raisonner toujours avec des produits neufs, etc. Et on a vraiment des gros leviers au niveau de la transformation de nos modèles. Et donc, c'est un gros sujet sur lequel, au niveau de Mobivia, on investit. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu, ont vu passer l'actualité en juin dernier du rachat de l'usine Bridgestone à Béthune, pour en faire une usine de pneus reconditionnés. Typiquement, voilà, quand un automobiliste peut rouler avec un pneu reconditionné, avec des batteries régénérées, avec de l'huile régénérée, eh bien, on limite l'impact carbone de la mobilité. Donc tout ça, c'est vraiment des sujets à la fois d'innovation, mais aussi concrets qu'on développe aujourd'hui. Et puis le dernier axe, c'est tout ce qui touche aux nouvelles mobilités. Benoît l'a évoqué beaucoup avec un certain nombre de solutions aujourd'hui, notamment les nouveaux usages, quand on va parler de covoiturage, d'autopartage, évidemment tout ce qu'il y a autour du vélo.
Donc chez Mobilivia, c'est vrai qu'on investit beaucoup sur ces sujets. On a un incubateur accélérateur de start-up qui accompagne des tas de jeunes entreprises qui se développent sur tous ces sujets. On a développé un 3e incubateur d'ailleurs à Station F qui s'appelle le Move Lab, qui est ouvert à tous les entrepreneurs qui inventent des solutions de mobilité. Et on est beaucoup sur le 2 roues, les nouveaux usages. Et donc, en conclusion, on avait commencé tout à l'heure par les 30% issus, les 30% d'émissions générées par la mobilité. Moi, ce que je trouve extrêmement enthousiasmant aujourd'hui, c'est que ces 30 missions, on voit qu'il y a une multitude de solutions. On le voit à travers cette table ronde. Et on le voit aussi en termes d'innovation. Je pense que la mobilité est aujourd'hui un des sujets sur lequel il y a le plus de dynamique d'innovation. On a lancé, nous, depuis 5 ans, un prix européen qui s'appelle le European Startup Prize for Mobility, qui s'adresse à tous ceux qui inventent des solutions justement autour de ces sujets. Chaque année, ce sont plus de 500 start-upers qui déposent des projets pour candidater à ce prix. Et d'ailleurs, il sera remis la semaine prochaine dans le cadre du sommet Change Now. Mais voilà, et je pense que c'est ce qui fait qu'on peut être aussi très, très enthousiaste sur ces sujets parce que les solutions sont là. Merci Bénédicte. Vous êtes de vrais accélérateurs du changement en termes de mobilité. C'est bien. Est-ce que, du coup, on va passer maintenant aux questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, des commentaires? Alors, moi j'en ai. Pierre-Emmanuel, une question pour toi. Tu n'as pas évoqué une nouvelle tendance qui est la médecine à domicile, qui quelque part impacte aussi la mobilité. J'ai évoqué l'hospitalisation à domicile. Mais qu'est-ce que tu appelles la médecine à domicile? Quand les gens se soignent eux-mêmes? Non, les praticiens. Ah, la téléconsultation. Non, les praticiens qui vont à domicile. Enfin, en tout cas, il y a quelques années, c'est un sujet qui avait été évoqué avec ton prédécesseur, qui était en questionnement au niveau du GHICL et qui envisageait un développement peut-être plus conséquent avec un parc, une flotte de véhicules électriques adaptés aussi en conséquence. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou votre politique a changé? Je n'ai pas la prétention de connaître toutes les stratégies du GHICL. Moi, les deux que je connais et que j'ai mises en avant tout à l'heure, c'est effectivement l'hospitalisation à domicile, ce qui veut dire quand même qu'on a des praticiens qui se déplacent à domicile et effectivement, on a une flotte de véhicules pour permettre ça. Et puis les centres de soins. Alors le patient continue de se déplacer, mais il fait moins de kilomètres. Il n'a pas à venir jusqu'à Lomme ou Lille ou Cambrai. Il a un centre de soins à proximité. Par contre, le modèle, j'imagine, du médecin avec sa petite sacoche qui fait le tour, un peu comme un médecin généraliste. Je ne pensais pas au médecin généraliste, je pensais plutôt aux praticiens hospitaliers. Oui. Ah bon, c'était ce qui avait été évoqué. Hein. Après, les stratégies peuvent évoluer. Peut-être, mais pas à ma connaissance. Ok. C'est une piste aussi. On n'est pas là pour faire concurrence aussi aux médecins généralistes. Non, je pensais il y a un écosystème. Bon, c'est difficile de venir faire une opération à cœur ouvert à domicile, hein, mais on peut accoucher à domicile. Hein? Et une question. Merci. Rapidement, toujours autour de la médecine, là, il y a une certaine époque, en fait, où on parlait de la télémédecine. C'était en vogue, là, on dirait que c'est passé de mode. Je ne sais pas si vous en savez quelque chose. C'est en lien avec la mobilité. Non, ce n'est pas passé de mode. Je pense que ça a pris du regain avec le Covid, je pense. Mais comme le disait Benoît, il y a une opération chirurgicale ne se fera pas en télémédecine. Enfin, il y a tout un tas d'actes qui nécessitent une présence physique. Donc oui, on a des salles dédiées dans l'hôpital, on a du matériel qui permet ça, mais je n'ai pas aucune notion de chiffre, en pourcentage d'actes. Ça reste, de ce que j'en sais, assez faible par rapport au nombre d'actes pratiqués. Mais ça existe, oui, et ça s'est développé avec le Covid, du fait que les gens étaient empêchés de bouger. Bonjour, merci pour cette intervention.
Je me demandais un petit peu comment les différentes mobilités, je pensais quand même notamment au vélo, mais ça peut pas toucher à d'autres mobilités aussi, comment ça s'articulait avec les politiques qui sont mises en place, notamment au niveau de la ville, des collectivités, parce que souvent c'est quand même un des freins majeurs quand on veut prendre par exemple le vélo, c'est la perception qu'on a des dangers, des aménagements qui sont effectués. Vous avez un petit peu parlé des arceaux, effectivement, qui sont des éléments. Voilà, comment tout ça, ça s'articule avec les politiques publiques. Moi, je ne représente pas les pouvoirs publics, mais ce que je vois, c'est qu'on travaille, on est amené de plus en plus sur ces sujets-là. De toute façon, on travaille avec les pouvoirs publics. Donc, il se trouve que nous, dans l'écosystème Mobivia, on a plusieurs entreprises qui sont sur le vélo partagé, dont Vélib à Paris, enfin, il y a Smooth, Smooth & Go, et 15 notamment, qui opère du vélo partagé dans une trentaine de villes aujourd'hui dans le monde. Et c'est quelque chose qui se développe toujours dans le cadre d'une politique de la ville qui est extrêmement ambitieuse sur le développement du vélo en ville. Alors, ce que je vois aussi, alors c'est peut-être ma casquette affaires publiques aussi, parce qu'on a été assez actifs, nous, sur la loi mobilité il y a quelques années. Et puis, aujourd'hui, on voit bien que tout se met en place avec des plans vélo au niveau français notamment, mais pas que, au niveau européen aussi, qui sont d'autant plus développés que ça se développe en parallèle du développement des fameuses ZFE. Donc, quand on développe une politique qui fait qu'on va sortir les voitures de la ville, disons que voilà, ça se développe aussi avec une politique qui consiste à développer d'autres alternatives, tout au moins dans la ville. Donc, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a vraiment une accélération très, très forte des politiques de la ville et sur l'ensemble des territoires autour du vélo. Il y a des associations qui sont extrêmement actives aussi. Nous, on travaille beaucoup avec la FUB, qui représente les usagers du vélo, qui a fait un travail extraordinaire pour convaincre justement les politiques publiques de développer des parkings à vélo, développer des politiques d'incitation comme le coup de pouce vélo, comme l'indemnité kilométrique vélo, etc. Donc autour du vélo, moi, il me semble qu'il y a vraiment aujourd'hui une dynamique qui est irréversible. Et la preuve en est, c'est que pour la première fois, je pense sur le mois d'avril, il s'est vendu plus de vélos que de voitures. C'était jamais arrivé. Donc on voit bien qu'il y a vraiment un mouvement de fond. Bonjour, question pour Mobivia toujours. Je voulais savoir si vous étiez en relation aussi avec les constructeurs, notamment pour le rechappement des pneus. Est-ce que par exemple vous êtes en contact et travaillez avec Michelin ? Alors, on travaille beaucoup avec Michelin en tant que fournisseur de pneus neufs. Il se trouve que quand on a travaillé sur tout ce qui était pneus reconditionnés, c'est des gens qu'on a approchés. Et bon, eux travaillent plus de leur côté depuis de longues années. Ils font beaucoup de recherches sur tout ce qui est noir de carbone, pour faire des pneus neufs avec des pneus, avec du caoutchouc issu de pneus d'anciens pneus. Mais ils n'ont pas, jusqu'à présent, ils n'ont pas beaucoup travaillé cette piste du réchappage, parce que c'est une piste à laquelle ils ne croyaient pas forcément beaucoup, notamment pour des raisons de sécurité. Et pour en avoir parlé encore très récemment avec les équipes Michelin, ils disent Mobivia, chapeau, parce que nous, c'est un sujet auquel on ne croyait pas beaucoup. Et voilà. Après, je pense que c'est aussi le sens de l'histoire. Pour l'instant, je pense que les manufacturiers mettent le paquet sur la réduction de l'empreinte carbone des pneus neufs. Donc, c'est un sujet qu'ils ont moins mis en priorité. Mais voilà, je pense que dans le futur, ça fait partie probablement des sujets de coopération. Là, en l'occurrence, on a travaillé quand même pas mal avec Bridgestone, puisque forcément, en reprenant le site, on a repris les machines, etc. Donc, on a eu plus une coopération avec Bridgestone. Moi, j'ai une question pour Grégory. Grégory, tu as présenté sur une slide avec 4 tableaux le nombre de transactions réalisées par année dans les différents établissements. Et tu ne l'as pas évoqué. Voilà. En 2021, on voit du côté de Junia un nombre très important de transactions, important par rapport aux autres établissements. En 2022, c'est important aussi, sachant qu'on n'est pas encore à la moitié de 2022, donc ça veut dire que si on fait x2,5, on va dépasser largement les 1000, alors que les autres établissements, ça a l'air d'avoir plus de peine à décoller.
Est-ce qu'il y a une explication côté Junia pour ça? Côté Junia, en fait, en 2021, les établissements étaient ouverts. La majorité des transactions qu'on a aujourd'hui au sein de Junia sont des transactions dues à nos véhicules de service. Et donc, à chaque connexion, un véhicule qui part, qui revient 3 fois dans la journée, ça fait 3 transactions. On multiplie ça par le nombre de véhicules sur l'année complète. Et donc, on voit en fait que les véhicules de service ont été massivement utilisés, que ce soit par les collaborateurs, mais aussi par les étudiants ou les personnes qui ont accès, pour dire de pouvoir aller se déplacer sur des sites, chez des entreprises, et ainsi de suite. Donc là, il y a peut-être une source d'inspiration pour l'ICL, pour l'IESEG, l'ICAM en proportion étant plus petit, on retrouve peut-être les proportions. Ok, on va terminer cette deuxième table ronde de l'après-midi, là, pile à l'heure. Donc, du coup, vous avez droit à une pause de 15 minutes et vous aurez droit au café, vous n'avez pas eu droit tout à l'heure, dans la salle à côté. On redémarre cependant à 15h45 précise, donc optimisez votre temps de pause.